Bien, dans le cadre des émissions que nous avons décidé de consacrer aux 25 ans du processus d'Oslo, du début du processus d'Oslo, nous sommes très heureux d'accueillir ce matin aujourd'hui dans notre studio, Dan Meridor. Dan Meridor, bonjour. Bonjour à vous. Alors, je rappelle à nos auditeurs, en tout cas les plus jeunes, ceux qui n'ont peut-être pas connu Dan Meridor en activité dans le monde politique en Israël, que Dan Meridor était un des leaders du Likoud. Communément, on l'appelait l'un des princes du Likoud, mais il a été l'un des dirigeants du parti. Il a été ministre des Finances, ministre de la Justice israélienne pendant plusieurs années. Il a participé à de nombreux gouvernements. Depuis l'époque d'Yitzhak Shamir, il a été le secrétaire général du gouvernement de Menachem Begin. Donc, cela nous ramène on va dire, au début de la présence du pouvoir à droite dans l'État d'Israël, c'est-à-dire le début des années 80. Mais nous voudrions bien entendu parler avec vous, Dan, du processus d'Oslo, de ce processus d'Oslo dont on ne peut pas parler de fête, on marque les 25 ans du processus d'Oslo parce que il est communément, on est d'accord pour reconnaître, que ce soit à gauche ou à droite, que le processus d'Oslo n'a pas réussi. On peut parler même d'échec. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les principales causes, les principales raisons de cet échec, à votre avis? C'était un surprise pour nous tous à Oslo. Je ne savais rien. Oui. On a eu des négociations avec une délégation commune de Jordaniens et Palestiniens à Washington. Et résultat de Madrid, si vous vous souvenez. Et en septembre En quelques jours. Quelques jours en septembre de 1093, à la radio, j'entends s'il y a un accord à Oslo, je ne savais rien. Et je me souviens, ma première réaction était bien. On essaye maintenant d'aller à une autre route. On donne tous aux Arabes, c'est-à-dire l'OLP, la légitimité internationale, le statut de représentant, le seul représentant du peuple palestinien, c'est vraiment vous donner tous à l'autre partie. Et j'ai demandé à Yossi Beilin, qui est le fondateur de ce projet, Yossi, bien, vous allez à cette route, moi je ne crois pas, bien, vous avez donné tous à l'OLP contre tout ce que nous tous avons dit toutes les années. Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'OLP qu'il renonce le droit de retour? C'est la seule chose qui est importante ici. C'est-à-dire parce que Oslo n'était pas établi après la guerre des 6 jours, après 67. Établi avant la guerre des 6 jours. Ce n'est pas contre les territoires occupés, comme il l'appelle. C'est contre Israël, de libérer Palestine de nous. Bien, si vous donnez la légitimité à l'OLP, la condition principale devait être de ne pas leur donner le... Oui, Israël existe, c'est-à-dire il n'y a pas de droit de retour. Alors je peux supposer ça. Il m'avait dit, si nous avons fait ça, on n'aura pas un accord. C'est-à-dire, C'était le premier principe d'Oslo, c'est-à-dire remettre les gros dossiers... Bien. Ce que l'on appelle en hébreu les dossiers du Liba, les dossiers importants, Jérusalem, le droit retour, le cœur du conflit, à la fin. Oui, alors, si il faut dire une chose. À ce temps-là, on a eu un vacuum qui a été créé. C'est-à-dire le roi Hussein a renoncé Judée-Samarie, la Cisjordanie pour lui. Il n'y avait plus d'option de confédération. Et si nous ne faisons rien, l'OLP entre ça, parce qu'il était là. Et on a essayé d'arriver à un accord, on n'a pas réussi. Rabin m'a dit plusieurs fois, nous étions ensemble, même gouvernement, il était ministre de Défense, moi ministre de Justice, il m'a dit plusieurs fois, même en public, on ne doit pas négocier avec l'OLP, pas parce qu'ils sont terroristes, parce qu'ils représentent 48, pas 67. Ils ne pouvons pas résoudre 48 avec eux, c'est impossible. Il faut essayer d'arriver à un accord avec les habitants de Judée-Samarie, les maires des villes, des villages. Autonomie enlargée, mais la question de fond,
l'OLP... Pas de droit au retour. Non, oui, et c'était une grande surprise pour moi parce que Rabin a adopté Oslo, qui était initié par Begin et Peres, très bien. Et j'ai voté contre Oslo à la Knesset, bien entendu. Et j'ai dit, vous savez, il y a des idées totalement contradictoires, opposées, de nous et de vous. Rabin, jusqu'à la dernière jour de sa vie, opposait l'État palestinien. Il n'était pas favorable à un État palestinien. On a oublié ça. L'État palestinien. Oui. Bien entendu, la division, la partition de Jérusalem. Bien entendu, le droit de retour. Et je savais que l'OLP dit oui à toutes ces choses. Bien, et vous donnez 5 ans pour résoudre tous ces problèmes. Comment? C'est pas possible. Et vous invitez l'OLP ici, au territoire, donnant l'OLP le leadership de Palestiniens. Des armes. Et bien, que sera le résultat dans 5 ans? Et je savais que c'est très probable qu'on n'a pas une réussite ici. Et pour moi, ce n'est pas une surprise que ce n'est pas réussi, c'est un échec. Il faut le dire contre nous, contre ce que je dis. C'est un échec, c'était une erreur, je crois, je l'ai dit en temps, je dis maintenant. Mais la pensée de quelqu'un de nous, qu'on peut continuer ce qu'on avait avant ça, sans fin, sans cesse, sans changement, était fausse en même temps. C'est-à-dire il faut trouver une solution pour régler le problème de 67, justement. Vous savez, il y a après 67, la guerre était justifiée, l'occupation, le résultat de la guerre était justifié, nous étions attaqués, nous avons défendu, tout ça est bien. Mais on a créé une anomalie justifiée. Les gens de Judée-Samarie, à Hebron, à Shrem, à Kalkilia, à Ramallah, 50 ans maintenant, et vivent sans voter en Parlement. C'est pas normal. On peut annexer, si vous voulez, mais c'est-à-dire la majorité des Juifs arabes sera un problème, parce qu'on ne peut pas avoir un État sans légalité. C'est contre le sionisme, c'est contre... On peut donner État palestinien, mais laisser comme ça, sans résultat, sans définition, est dangereux. Et Oslo était une tentative fausse et dangereuse de sortir d'une situation qui ne pouvait pas continuer sans cesse. C'est le problème. C'était le problème essentiel. Vous dites donc l'une des causes, en tout cas la cause majeure selon vous de l'échec d'Oslo, c'était que pour les Palestiniens, il n'y a jamais eu de renoncement au droit au retour. Et pour l'OLP. Pour l'OLP, il n'y a jamais eu de renoncement au droit au retour. L'une des idées d'Oslo, c'était de créer justement un climat de confiance. C'est-à-dire peu à peu de dire... On va commencer. C'est vrai qu'ils n'ont jamais renoncé au procès, à la résolution en 184, c'est-à-dire le retour des droits des Palestiniens. Peut-être qu'en créant un climat de confiance, on arrivera à résoudre les problèmes. Est-ce que vous avez perçu à un moment, et je parle peut-être à l'homme qui par la suite est devenu un homme plus au centre de l'échiquier politique et qui a eu certainement des dialogues, des discussions avec des Palestiniens, est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment que les Palestiniens avaient accepté le principe de l'existence, alors de l'État d'Israël, c'était reconnu par Oslo au début de la déclaration de principe, mais d'une présence juive ici. J'insiste sur le terme juif parce qu'on en reparle ces dernières semaines à travers la loi sur l'État-nation. Est-ce que vous avez eu le sentiment que les Palestiniens étaient prêts à accepter une présence quelconque, on va dire même dans les frontières de 48, d'un État juif? Vous parlez des Palestiniens. Oui, je ne parle pas du Hamas parce que la réponse est claire. Non. Bien entendu, Hamas c'est une chose religieuse, c'est une mitzvah pour eux qu'on ne soit pas État juif ne peut exister ici. Voilà. Et c'est le mot de Dieu. Je parle pour des modérés comme... politique. À mon avis, je ne peux pas. Je pense que c'est vrai. Le leadership palestinien, c'est-à-dire Arafat et après lui Abou Mazen, Mahmoud Abbas, n'ont pas vraiment renoncé à la question des 48, les réfugiés, les droits de retour. Mais je pense que j'ai entendu des autres mots, des autres pensées, des autres Palestiniens plus jeunes. Je me souviens à Camp David, à 2000. J'étais là avec Barak, avec Clinton et Arafat.
2 semaines, on a essayé d'arriver à un accord. Et Barak a fait des propositions très généreuses. Et Barak est allé très loin, plus loin que moi j'étais prêt à aller, mais il est allé là. Même une partition de Jérusalem et des choses que moi j'étais contre, et un État palestinien, tout ça. Et Arafat a dit non. Mais quand il a dit non, à la fin de cette... Justement, il a dit non parce que même à cette époque, c'est-à-dire après 7 ans d'Oslo, il était contre c'était le droit au retour qui a... Et après, comme David, je dirais, je me souviens d'un article qui était écrit par Tom Friedman à la New York Times. Un homme très intelligent, juif, et je pense qu'il a parlé avec Clinton avant d'écrire. Et je me souviens, c'était une forme de lettre de Clinton à Arafat. Dear Yasser, Clinton écrit Dear Yasser. La dernière phrase était, je dirais en anglais, If it's 1967, we'll help you. If it's 48, forget about it. Okay. Si c'est 67, nous vous aiderons. Mais si c'est 48, oubliez tous. Et je pense qu'il a compris, c'est 48, c'est l'OLP. Même, et nous savons maintenant, même avec Abou Mazen et Olmert, en 2008. Et Olmert a offert même plus que Barak, même régime international à Jérusalem, c'est quelque chose de très dangereux. Et un État palestinien, un territoire 100% avec échange de 6%. C'est vraiment tout ce qu'il voulait s'il accepte Israël. Mais Olmert a dit pas droit de retour. Et Abou Mazen n'a pas dit oui. C'est-à-dire, je pense que la leadership ancienne, si on peut dire, on pense de droit de retour, on ne veut pas renoncer. Mais quand Arafat a dit non, je me souviens s'asseoir avec quelqu'un, leadership plus jeune, Bahlan, Mahmoud Rachid et des autres là, et un d'eux a dit à moi et à Amnon Lipkin, je pense, qui était là, Zichrono Livracha, et quelqu'un d'autre, mais Bédani Atom, il a dit c'est 48 encore une fois. C'est-à-dire, nous faisons... Nous payons... Nous faisons une erreur ici. Je pense qu'il y a des autres pensées là, mais le leadership à ce moment de l'OLP n'a pas accepté, je pense, de renoncer au droit de... C'est-à-dire, si on a une partition de cette patrie, qui pour moi est ma patrie, pour lui est leur patrie. Je comprends. Pour moi, Hebron est la mienne. Pour lui, Haïfa est la sienne. Ça va bien. Mais si nous arrivons à une compréhension qu'il faut diviser, il faut partitionner bien, il faut savoir qu'après qu'on a un État palestinien, c'est la fin. Pas de revendication d'aller en Israël, parce que le conflit continue. Et ça, maintenant, je n'ai pas entendu de Abou Mazen de changement. Et maintenant, avec le Hamas, qui n'est pas... Abou Mazen ne contrôle pas plus que le Cisjordanie, Judée et Samarie, pas Gaza. C'est même plus difficile. Oui. L'un des reproches qui a été fait à la droite israélienne par la gauche lorsque Oslo a été lancé, c'est de dire... Et vous, quelle est l'alternative que vous pouvez proposer ? Et vous me dites, on ne peut pas continuer comme ça avec une occupation où on accorde des droits, où on annexe, où on accorde des droits généraux aux Palestiniens. Est-ce qu'il y a, à votre avis, une solution réaliste ? Je vous dirais, malheureusement, pas malheureusement, peut-être c'est bon, le peuple d'Israël est prêt, 70%, même plus que 70%, on le voit, d'arriver à une solution de 2 États, de peuples, Israël et Palestine. Vous croyez aujourd'hui qu'il y a une majorité ? Parce que les sondages de ces dernières années sont des sondages où le peuple... Un instant, je dirais en complète. La première chose que je veux dire, je pense que la majorité des Israéliens, majorité importante des Israéliens, s'il y a un accord qui met fin à la conflit, je crois qu'il y a une majorité importante pour dire oui, 70, 75%, peut-être plus que ça. Mais le même pourcentage dit c'est pas réel. Pourquoi ? C'est pas réel. Parce qu'on a ici Barak,
Olmert, Rabin, Peres, et on a reçu l'intifada. Et l'intifada, même, oubliez l'intifada, on a vraiment essayé, on est allé au bout. Avec Olmert. À gauche, on dira, il y a des gens à gauche qui vont dire on n'a pas été honnête, on a continué à construire dans les territoires, y compris Rabin. Mais pensez d'Abou Mazen, il entend une proposition, tout ce qu'il veut, dit oui. Après ça, si Israël ne le fait pas, Israël est un problème, pas vous. Laissons ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je ne peux pas dire que si c'est en ma main, aujourd'hui, je peux arriver à une solution qui met fin à la conflit. Je crois que non. J'espère que oui, mais on ne peut pas le dire. On voit les faits, les indices, ce n'est pas ça. Mais pour moi, la question, que l'intérêt d'Israël, je crains, j'ai peur que si on continue, on n'a pas un status quo. On continue parce qu'en effet, on construit plus en plus et on fait une masse de Judée, Samarie, Israël ensemble de le fleuve de Jourdain à la Méditerranée. Et on arrive à un jour où les Palestiniens, dont les Palestiniens disent « Nous ne voulons pas un État, nous voulons voter ». Ce n'est pas normal que les Juifs en Hébron votent et les Arabes ne votent pas. Que dirons-nous là ? C'est un danger pour le projet sioniste total. Je pense qu'il faut éviter ça. Il faut, malheureusement, la seule possibilité est d'avoir 2 États, une frontière qui sera acceptée. On ne peut pas arriver maintenant, mais on peut maintenant changer notre politique. C'est-à-dire, pour moi, si j'étais au gouvernement, et je l'ai fait quand j'étais là, mais on n'a pas une majorité pour ça, Israël doit, je pense, il doit dire que la frontière que nous voulons. Ils ont 67, nous disons non. Qu'est-ce que disons-nous ? Nous ne voulons pas le fleuve de Jourdain parce que c'est-à-dire c'est d'état binational, c'est pas Israël. Je dirais, c'était moi, c'est le Gader, comment on l'appelle ? La frontière, la barrière. La barrière d'aujourd'hui. La barrière de sécurité. La barrière de sécurité, oui. C'est 80% des settlers, des implantations sont à l'intérieur. De peuple. De la population. Oui. Et c'est-à-dire, pour nous, pas pour eux. Nous disons, ceux qui vivent là continuent, et nous continuons à construire là et à renforcer là, mais nous continuons à construire à l'autre côté. Nous disons, c'est la frontière que nous voulons, et sans accord. Deuxièmement, nous disons aux Palestiniens, vous savez, je ne quitte pas avec mon armée parce qu'il n'y a pas un accord, même 100 ans, parce que je veux vivre. Mais toutes les fonctions civiles, la police, la construction, c'est à vos mains. Créer, en effet, c'est pas une frontière formelle, mais une frontière pour nous. Et laisser ouverte la route à 2 États et bloquer la route à un État. C'est très important pour moi. Mais il est clair, en tout cas, il y a 2 solutions dans la proposition que vous soumettez. C'est d'un côté, c'est-à-dire une partie de la Cisjordanie sera entre les mains des Palestiniens, et là, ça peut être, puisqu'il y aura plus de coordination, ça peut être le Hamas qui revient et qui se met à tirer en direction du territoire israélien. Si l'armée israélienne quitte, Hamas peut revenir. Mais nous serons là. Je ne quitte pas avec l'armée parce qu'on a vu Gaza, on ne fait pas les mêmes choses 2 fois. C'était assez en Gaza, maintenant c'est impossible. S'il y a un accord, bien. La deuxième objection, c'est de dire les Palestiniens n'ont jamais accepté 95%, pourquoi accepteraient-ils 80% Ils n'acceptent rien. Ils n'accepteront rien. C'est de vous dire comme Sharon a dit, c'est-à-dire... Non, parce que c'est différent. Moi, maintenant, notre gouvernement et nous jouons à leurs mains. Parce que pour eux, si moi j'étais un Palestinien, je dirais je n'accepte rien, je vais voter. Et c'est un danger, c'est une menace véritable, une menace très réelle le projet super que nous avons créé ici. Et d'être un apartheid, nous ne serons pas, nous ne sommes pas apartheid, nous sommes basés sur la majorité juive. Si on dit, ce n'est pas la droit de la terre d'Israël. Le droit était là quand nous étions à Gola. On dit maintenant, oui, c'est la droit, mais la majorité.
la majorité juive. C'était la demande du sionisme. Si on perd, si on a un État de 50%... Vous aurez dit, puisqu'on est ici dans Kalita et qu'on s'occupe d'Aliyah, d'encourager à faire venir plus d'Olim pour peut-être essayer de... Parce que ça a été la solution souvent du projet sioniste. Oui, bien entendu, l'Aliyah, je suis d'accord, mais le nombre existe, c'est-à-dire il y a 2 millions, plus que 2 millions en Cisjordanie, Judée, Samarie, et 2 millions en Gaza, c'est 4 millions. Ajouter 4 millions à Israël, ça change Israël totalement. Et dire non, nous ne donnons pas seulement autonomie. Begin, qui a parlé d'autonomie à la Knesset, il a dit, mais avec droit de voter. Sans voter, c'est Rhodesia, c'est apartheid. C'est pas nous, c'est pas le sionisme. Je ne veux pas laisser aux mains des Arabes cette option de dire nous voulons voter. C'est pourquoi je dis pour nous, c'est pas simple, puis il faut décider quelle est la frontière que nous voulons. Et même sans accord et sans paix, nous continuons la lutte parce qu'il ne veut pas une paix, mais de positions qu'on peut maintenir. Alors, je voudrais vous poser une dernière question d'Anne Méridor. À travers le processus d'Oslo, on a assisté à un glissement de l'opinion publique israélienne, de la gauche vers le centre et vers la droite. La droite s'est considérablement renforcée. Le fait que Netanyahou se fait réélire à chaque fois, c'est la preuve que quelque part, une partie de ces déçus d'Oslo votent aujourd'hui pour la droite israélienne ou pour certains composants de la droite israélienne. Et vous, paradoxalement, vous étiez bien ancré dans la droite d'Eretz Israël Hashlema, dans la droite de Jabotinsky, dans la droite de Binyamin et non, pas Binyamin, mais en tout cas Jabotinsky à Jérusalem. Mais vous étiez dans l'idéologie du Khérout de l'époque. Et vous retrouvez-vous quelque part au centre de l'échiquier politique israélien. Comment vous expliquez ce paradoxe que c'est pas un paradoxe du tout. Le Likoud d'aujourd'hui n'est pas le Likoud de Begin. Begin a dit jamais Eretz Israël Hashlema sont totale égalité et voter des Arabes. Il a dit apartheid, il a dit Rhodesia à la Knesset. Likoud ne dit pas. Likoud veut le territoire sans voter. C'est l'opposition, c'est le contraire de Likoud. C'est pas le même Likoud, pas du tout. Begin il savait peut-être qu'il a une erreur, mais non. Mais par exemple, le processus d'Oslo, l'échec d'Oslo, le comportement des Palestiniens, le refus des Palestiniens, ça ne vous renforce pas quelque part au niveau idéologique par rapport à ce que vous défendiez, c'est-à-dire cette nécessité de conserver le socle du peuple d'Israël, des villes comme Hebron, des villes comme Naplouse, d'autres villes de Samarie ou de Judée. Hebron n'est pas moins juif que Tel Aviv pour moi. C'est notre histoire. Mais ceux qui ne comprennent pas que Hebron ou Bethléem ou Bethel est part de notre histoire ne comprennent pas la réalité. Mais ceux qui ne voient pas, les Arabes qui vivent à Hebron, les Kalkil et Ramallah, ne comprennent pas la réalité en même temps. Et la politique doit être un mariage, si vous voulez, entre les aspirations, les idées, l'aspiration et la réalité. Et c'est la responsabilité de nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'un jour, les Arabes ne disent pas, bien, si nous sommes ensemble, comme à Haïfa, ou à Bougosh, ou à Ramleh, nous votons, nous sommes part d'Israël ou à la Galil, nous voulons la même chose. Et dans 2 minutes, tout ce projet incroyable que nous avons créé ici, est en danger. Il faut le bloquer. Et nous ne le bloquons pas, nous continuons. Je veux vous dire que je pense qu'avant cela, Israël était divisé 50-50, paix pour territoire ou Eretz Israël Hashlema. Bien. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas de sondage maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a une acceptance de l'idée de partition. S'il y a un partenaire, on ne pense pas qu'il a un partenaire. C'est ça, c'est peut-être Israël n'a pas bougé à la droite, si vous voulez, à la gauche. Plus d'Israéliens maintenant acceptent l'idée d'État palestinien qu'il y a 30 ans ou 40 ans, plus que 50%, clairement. Je pense que même 80% s'il y a un accord. Mais en même temps, Israël a bougé à la droite des questions de démocratie, des droits de l'homme,
la Cour suprême, ça a changé. Begin était le grand défendeur de la Cour suprême et mais c'était pas la même Cour suprême. Hein, c'était peut-être pas la même Cour suprême. Non, il était plus actif là qu'aujourd'hui. Elle était plus active à l'époque de la Cour suprême. Plus active. Qui a décidé à Begin? Alon Morey out. C'est qui a dit à Ben Gurion qu'on ne peut pas. C'était la Cour plus courageuse là. Et Begin a dit oui, mais sans la Cour suprême, il n'y a pas une démocratie ici. Et Begin qui a défendu le droit de l'homme, qui a été pour tout ça. Alors, ça a changé totalement. Alors, je ne peux pas. Vous restez optimiste ou à court terme, pas de règlement? Et parfois... Je suis optimiste d'un sens. Voilà, d'un sens. À ce moment, c'est à nos mains de décider. Nous pouvons décider bon ou mal. Si nous prenons la décision qu'il faut prendre, je pense que le succès énorme de nos projets d'Israël continue sans problème. Si nous faisons des bêtises, c'est très dangereux. C'est optimiste, oui, parce que c'est à nos mains. C'est à peuple d'Israël de décider où voulons-nous aller. Bien, Dan Meridor, merci beaucoup. C'était très passionnant de discuter avec vous et on ne peut pas rivaliser avec votre expérience politique et historique des processus qui se sont produits ici dans l'État d'Israël au cours des 30-40 dernières années. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt et bonne continuation.